ventilation dans les lieux publics et clos. Merci beaucoup. On va faire la transition avec la table ronde à proprement parler. On a passé des choses parce que voilà, on est pressé par le temps, mais j'ai quand même envie de juste évoquer, parce qu'il y a eu les questionnaires français et on réapprofondira ça à une autre occasion, enfin francophone d'une manière large. Il y avait un point donc, sur la satisfaction de la prise en charge où on avait des chiffres qui étaient vraiment extrêmement proches entre la Belgique et la France, c'est-à-dire qu'on avait un taux de satisfaction qui était de 17%. C'est-à-dire qu'on avait 17% en France et 18% en Belgique. Donc, on était vraiment à 1% près. Et je pense que quand on est sur ce type de cohorte, plus ou moins 300 personnes, je pense que si on peut appeler ça une marge d'erreur sans on va dire, prendre trop de risques épistémologiques. Par contre, là, ça peut être une différence culturelle. Le taux d'insatisfaction était de 60% en Belgique et de 67% en France. Donc, il y avait plus d'insatisfaits. Donc, c'est culturel peut-être. Je vois certains qui sourient. Voilà, et donc on a plus d'abstentionnistes en Belgique. Là aussi, encore une fois, c'est sûrement culturel. Donc voilà. Et quand je dis ça, on touche une question qui est centrale, l'enjeu de la satisfaction du patient. Il ne faut pas non plus que le patient soit on va dire, des enfants capricieux. C'est pas ça qu'on veut amener en tant qu'association de patients. On veut que la prise en charge s'améliore, évidemment. On a envie de pouvoir jouer un rôle. C'est pour ça qu'on est là, qu'on a travaillé pour, on va dire, apporter des données, et on a envie de pouvoir jouer un rôle le plus constructif possible. On remercie ceux qui s'impliquent. Je vois le docteur Jamoul, Johan, le docteur Bess, et donc on est vraiment très reconnaissant de tous ceux qui s'impliquent. Mais on a réuni cette table ronde avec des patients experts et des experts patients. Quand on choisit des experts patients, c'était volontaire. Pourquoi des experts patients? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le métier médical, ils connaissent la médecine et ils n'ont pas eux-mêmes de solution miracle. Ce qui fait qu'en tant que patient, quand les médecins eux-mêmes qui vivent la chose n'ont pas de solution miracle, ça amène à de l'humilité, de la compréhension et de l'empathie aussi. Ça n'empêche que dans les attentes qui ont été exprimées ici avant, la première attente et celle qui est revenue de la manière la plus lourde et la plus fréquente, c'est la formation des médecins. Et donc, il y a un énorme enjeu de formation. Et quand je vois la collaboration entre le docteur Jamoul et Johan de la KUL, je me dis, il y a un enjeu translationnel qui est évident. Donc, quand je parle d'enjeu translationnel, je parle de traduction de la recherche fondamentale. Il faut raccourcir le chemin. Et ça, pour moi, ça passera par la recherche publique. Voilà. Donc, tant qu'on parle de translationnel, on a Nicole Schneider ici, qui est médecin vétérinaire, qui était dans la recherche avant d'avoir le Covid. Et donc, je pense que la recherche fondamentale, elle connaît, et c'est elle qui va entamer la table ronde de commentaires de tout ce que nous venons de raconter juste avant. Merci pour me donner la parole. Je vais d'abord commencer par expliquer un peu plus mon parcours personnel parce que ça entre en jeu. Je suis vétérinaire de formation, je fais mes études dans les années 90 à Berlin et à ce moment, il y avait une épidémie d'une maladie chez le chat qui s'appelle péritonite infectieuse féline et qui est, comme le hasard le veut, une infection qui est induite par le corona. Par un virus de corona qui est spécifique du chat, je précise, ça n'a rien à voir avec le SARS-CoV-2. Donc, ça m'a toujours un peu marqué. J'ai toujours gardé un œil un peu attentif là-dessus. Donc, je fais mes études. Je fais une co-tutelle de thèse avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort à Paris. Puis, par après, je suis partie à l'Université de Liège. Là-bas, j'ai passé un diplôme en études approfondies en recherche, suivi par une thèse de doctorat en sciences vétérinaires dans un laboratoire qui s'appelle Centre d'oxygène, recherche et développement, pour la clinique équine. Et j'ai travaillé sur tout ce qui est hypoxie, reperfusion, ischémie, la formation de ce qu'on appelle forme activée de l'oxygène et de forme activée d'oxygène et nitrogène. Donc, d'azote, ce sont des molécules qui sont spécifiques et liées à l'hypoxie. Après avoir terminé la thèse, j'ai encore travaillé 2 ans dans l'Université de Liège, dans la bibliothèque en recherche en littérature scientifique approfondie. Donc, ça fait un peu mon bagage qui vient un peu de tout, de partout. Et moi, ce que moi je trouve très important, c'est qu'on oublie assez facilement, c'est qu'à la base, le Covid, c'est une zoonose.
et pas tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Donc, une maladie qui est transmise d'un animal à l'espèce humaine. Et on en pense trop rarement et on prend ça en compte trop rarement parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre de certaines maladies. Il y a aussi par le World Health Organization une suggestion que pour les pandémies telles que le Covid, on travaille en international, ce que se fait tout doucement, mais pas dans l'ampleur possible. Et aussi qu'il faut de groupes interdisciplinaires avec des épidémiologues, avec les vétérinaires, avec les médecins en médecine humaine. Tout cela, et ça, on n'en a pas encore, mais c'est sûr qu'il y aura certainement encore d'autres pandémies. Donc, on a un intérêt d'instaurer tout un système comme tel pour prévenir. Donc, ça, c'est parcours professionnel. Mon parcours en tant que patiente, c'est j'ai rencontré le Covid, comme beaucoup d'autres au travail. J'ai été soumise à 2 charges virales excessives. Par après, j'ai fait le Covid aigu. Et avec le Covid aigu, à un moment donné, je constatais que d'accord, j'étais 5 semaines en isolement, j'ai vu personne, pas de médecin, j'étais vraiment seule pour m'en sortir. Et à un moment donné, j'ai constaté que je respirais normalement, mais j'avais quand même l'impression d'être sous l'eau, comme à la fin d'une plongée, de ne plus pouvoir respirer. Donc, c'était un premier indice qu'il y avait peut-être un enjeu d'hypoxie qui était le sujet de ma thèse. Et puis, j'ai commencé à chercher dans l'Internet. Je suis tombée sur une séquence vidéo d'un médecin urgentiste à New York qui disait « Le poumon que je vois ici en soins intensifs, ce sont les poumons de gens, ce sont des poumons flasques, ce sont des poumons qui me rappellent des gens qui ont essayé de monter le mont Everest sans passer par un campement de base. » Donc, c'était un deuxième indice pour une hypoxie quelconque. Et alors, j'ai commencé à fouiller chez moi dans le ménage ce que j'avais comme antioxydant, qui est le traitement classique pour une hypoxie. Et donc, j'ai tout pris ce que j'avais chez moi à la maison. Et il y a une voisine qui m'a amené ce que je n'avais pas, quoi. Et après ça, 3 jours, il m'a fallu pour la fonction pulmonaire se stabilise. Au bout de 3 jours, j'ai vu que il n'y avait plus de dégradation. J'ai tout doucement commencé à remonter la pente. Mais par contre, j'avais des problèmes au cœur qui ont fait que je suis allée à 2 hôpitaux et je me suis fait renvoyer parce que ma saturation en oxygène dans le sang était trop bonne. Donc, il faut chercher à comprendre, mais bon. Et alors, dans la suite, j'ai développé, comme tout le monde, une grande partie de gens ici, j'ai commencé à développer le Covid long. J'ai trouvé la notion du Covid long tardivement. Et là, à ce moment, je me suis mise sur Facebook, je cherchais plusieurs groupes. Je suis dans 2 groupes britanniques de recherche, de soutien, 2 groupes en Belgique, un groupe allemand et un groupe aux États-Unis. Et on constate, tout confondu, je crois, ça fait à peu près 35 000 personnes qui sont par voie directe ou indirecte liées à ces genres de groupes. Et si on constate, il y a le même symptôme partout et le même problème aussi. Donc, la situation en Belgique, on la retrouve en Grande-Bretagne et en Allemagne aussi. Donc, voilà, dans ces groupes-là, j'ai très vite trouvé la notion de ce que Mast Cell Activation Syndrome. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. C'est une activation atypique qui est liée à l'histamine, qui explique déjà pas mal de symptômes. Il y a aussi ce qu'on appelle le POTS, c'est le Postural Tachycardial Orthostatic Tachycardial Syndrome. Donc, et ça, c'était très intéressant parce que le POTS, dans le cas de Covid long, s'explique par une réaction auto-immune. Donc, on a pu trouver des anticorps auto-immuns qui sont dirigés contre une couche musculaire dans les artères. En bref, ça fait que on trouve l'oxygène dans le sang, mais comme le sang n'est pas distribué correctement selon le besoin, ben, ça n'arrive pas au niveau de cellules qui sont atteintes. Donc voilà, ça explique déjà pas mal de choses. Et alors, s'il y a une hypoxie prolongée, ça se peut qu'il y a une atteinte mitochondriale qui peut se développer.
Donc, une chose qu'on pourrait faire, que je n'ai pas encore entendue, on pourrait faire des biopsies musculaires, isoler les mitochondries, aller voir, vérifier en microscopie électronique. On pouvait aussi le mettre dans la chambre respiratoire. Ça se fait pour le cheveu, pour la biopsie musculaire. Ouais, désolée, j'ai loupé cette partie-là, donc ça, je ne sais pas. Donc, c'était juste une idée. Voilà, donc, alors ça, c'est ça de possibilités. Et ce qu'il y a aussi, c'était une preuve pour une réaction auto-immune. Et là, je reviens sur l'histoire du PIF, donc de la péritonite infectieuse féline. C'est qu'on trouve chez le chat, c'est ça de AMA, amyloïdique atypique, qui bougent dans le vaisseau, qui ne réagissent pas avec les examens classiques, mais qui font quand même une obstruction de vaisseau sanguin. Et ils ont aussi la particularité d'exprimer debout propriétés antigéniques. Donc, à ces moments, on peut trouver chez le chat des réactions de formation d'anticorps auto-immuns. Donc, ça pourrait aussi, chez le genre, expliquer pourquoi il y a toujours des maladies auto-immunes de tout genre qui peuvent se créer, qu'on ne comprend pas trop. Oui, encore 2 minutes? D'accord. Ouais. Ouais. Et alors, je vais essayer de parler plus vite. Ouais, mais non, ça va. Non. Donc voilà. Et alors, en bref, si on suit un peu le tout, on peut effectivement voir qu'il y a des similitudes entre ces deux maladies. Il y a une clinique à Munich de petits animaux qui a travaillé ensemble avec avec la clinique petits animaux à Munich qui est spécialisée dans le domaine, et ils ont pu aider les enfants qui étaient atteints du syndrome de Kawasaki atypique. Donc, ça confirme cela aussi. Et puis, voilà, donc je pense qu'il y a un intérêt de travailler en interdisciplinaire. À Maisons-Alfort, on a entraîné des chiens qui sont capables d'identifier les gens qui sont atteints d'un SARS-CoV-2, aussi bien chez les gens qui ont une persistance que chez les gens. Le professeur Salmon est parmi les auteurs, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Donc, on a trouvé plus que la moitié chez le patient Covid long qui avait une persistance virale. Donc, je crois que l'enjeu pour une collaboration avec la médecine vétérinaire est lié, quoi. Donc, et c'est juste encore deux mots par rapport à ce qu'on vient de dire. Le patient qui trouve qu'il y a une amélioration et puis une rechute, c'est décrit dans la littérature, c'est une amélioration d'entesie, ça s'appelle. Donc, c'est tout à fait normal avec le Covid. Et puis, deuxième chose, moi, je trouve qu'on a peut-être intérêt de comparer les effets de différents vaccins comme ils ont basé sur les différents principes. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Nadège, je suis infirmière. J'ai contracté le Covid en mars 2020 sur mon lieu de travail. Comme ça a été dit, forcément pas de protection, rien du tout. Donc, voilà, on va passer cette étape. Comme à l'époque, on disait, vous êtes jeune, vous allez vite vous en remettre, c'est qu'une simple grippette. Ça m'a pris un bon mois dans la phase aiguë. Donc, dans mon lieu de travail, vu qu'il manquait énormément de personnel et tout ça, via notre conscience professionnelle qu'on a généralement chez les soignants, le soutien d'équipe et tout, donc on essaye de retourner assez vite travailler. Donc j'ai repris mon temps plein malgré encore des symptômes. Je travaillais en 12 heures, les remplacements, enfin, je vous passe tous les détails. Puis pendant 2 mois, je me suis un peu dégradée au fur et à mesure, des tachycardies, de l'hyperventilation, cette grosse fatigue, jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des malaises assez intensifs ou qui correspondent un peu à des décharges d'adrénaline, noradrénaline, comme ça. Donc c'est un peu, vous vous endormez, puis tout d'un coup, ça balance une grosse décharge. Donc j'ai eu ça plusieurs fois, j'y suis allée plusieurs fois à l'hôpital. Les paramètres sont bons, la prise de sang classique est bonne, c'est la fatigue, donc vous rentrez chez vous. J'ai commencé à me dégrader de plus en plus, pas savoir marcher, enfin bref, tous les symptômes recensés énormément dans le Covid long. Ça m'a pris des mois, on m'a fait faire de la kiné. Forcément, on ne connaissait pas, encore moins dans la région de Mons. Et donc, bonne volontaire, j'y suis allée et tout. J'ai fait les rechutes.
Et on m'a dit, avec le temps, la patience, vous avez une dysautonomie, un POTS, mais on ne sait pas c'est quoi. Donc, j'ai pris patience. J'ai commencé à chercher par moi-même aussi. Heureusement, j'ai connu le groupe qui a pas mal aidé pour savoir un peu vers quoi s'orienter. Parce que je crois que sinon, je serais toujours au fond de mon lit à cette heure-ci. Donc, j'ai fait pas mal de choses, la stimulation du nerf vague et tout. Et ce que je regrette le plus, en fait, dans tout ce qui est prise en charge, c'est déjà clairement ce côté un peu, pas dénigrant, mais oui, de non-reconnaissance au niveau des médecins. À l'heure actuelle, même ou autres professionnels de la santé, il y en a énormément qui ne savent toujours pas c'est quoi le Covid long. On est quand même à 3 ans et demi après, quoi, presque 4 maintenant. De dire encore que c'est juste psychologique, enfin, c'est se sentir rabaissé pour quelque chose qu'on n'a pas cherché à avoir, qu'on essaye de vaincre tous les jours comme on peut. Pour la plupart d'entre nous, certains sont isolés. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très, très proche de moi et qui me soutiennent et qui ne m'a pas dit t'es un peu taré dans ta tête. Donc, ça fait plaisir. Mais je sais que beaucoup de gens se sentent abandonnés et n'ont même plus le courage d'essayer de se battre tous les jours. Et par rapport à tout ce qui est professionnel, là aussi, forcément, la non-reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Je suis tombée malade, j'en avais 33, maintenant j'en suis à 36. 3 ans où j'ai touché de l'invalidité de la mutuelle. Et il y a 15 jours, j'ai appris qu'ils me coupaient mon invalidité en estimant que j'étais apte à reprendre à 100% dans mon travail, dans mon domaine d'origine, en sachant que j'ai toujours le POTS et j'ai même un appareil qui le prouve, mais c'est un peu passé au-dessus de la tête, je crois. Donc, c'est vraiment... je trouve ça hyper injuste, surtout qu'il existe quand même des parcours pour pouvoir essayer de reprendre en douceur, surtout que j'ai demandé de faire une réorientation professionnelle. Et on vous coupe un peu l'herbe sous le pied pour faire disparaître des chiffres et faire diminuer. Enfin, c'est mon impression à moi. C'est peut-être pas ça exactement, mais et là, vous repartez encore dans un combat pour pouvoir justifier votre état, dire que oui, vous devez vous battre et aller voir des avocats, passer devant le tribunal de la paix. De base, j'ai choisi ce métier-là parce que je voulais aider les gens, mais je suis de plus en plus dégoûtée du milieu médical, je vais vous le dire honnêtement. Et clairement, j'ai même plus envie d'y retourner. J'adore mon boulot à la base, mais j'ai pas fait ce métier-là pour que ça devienne du commerce, que les consultations durent 10 minutes, un quart d'heure, qu'on vous écoute même pas. J'avais beau dire que j'avais de la tachycardie debout, on s'amusait à me la prendre assise. J'étais là, au bout de 4 cardiologues. Oui, non, mais c'est vrai. C'est véridique. Vous dites quelque chose, on vous dit oui, oui. On vous pulse. Ouais, d'accord, ça va, tu peux rentrer chez toi. J'ai rencontré certains médecins, ils me disaient ça sert à rien, ça sert à rien. Ils me laissaient même pas finir ma phrase. J'avais juste envie de lui dire toi non plus, tu sers à rien, mais bon, je me suis retenue. Mais non, mais c'est vrai, il y en a, franchement, ils ont l'air de vous mettre encore plus la haine. Et alors, après ça, on vous dit, il faut surtout pas vous stresser, il faut rester calme, il faut se détendre pour récupérer. Si tu sors d'une consulte, tu as plus envie d'aller taper dans un sac comme tu peux, quitte à avoir un malaise post-effort, hein, mais tant pis, tu le fais quand même, quoi, tellement que ça t'énerve. Donc, je pense qu'il est quand même grand temps qu'ils ouvrent un peu les yeux et que oui, c'est un virus on va continuer à le connaître. Il y aura toujours des Covid longs, peut-être, certes, moins graves que ceux de mars 2020 ou même ceux qui ont suivi. Ce sera peut-être au petit bonheur la chance, mais c'est une pathologie avec laquelle on devra vivre encore pendant des années et des années. Et s'ils veulent faire des économies, il serait peut-être temps de la prendre en charge correctement et vraiment investir pour pouvoir trouver des solutions pour les gens qui veulent en plus en guérir, qui veulent retourner travailler, qui veulent refaire partie de la société en général. Merci. Bon, moi, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. En fait, donc, moi, je m'appelle Christine, je suis médecin généraliste. J'ai été contaminée lors de la première vague, comme beaucoup d'entre nous. Ce qui était difficile, c'est que moi, j'ai été contaminée en juillet 2020. Donc, je n'ai pas eu de test PCR positif, en fait. Donc, ça a rallongé un peu le temps du diagnostic. Très vite, moi, j'ai eu des problèmes cardiaques, donc des palpitations, des troubles du rythme, puis j'ai eu des atteintes hépatiques, des troubles digestifs, enfin... Je les ai enchaînés. Je pense maintenant, donc on est 3 ans plus tard, j'ai fait 4 fois le Covid en tout cas. Chaque fois, ça a réactivé tout. Donc, je ne vois pas d'issue à mon parcours de combattant. Là.
parce qu'à chaque fois, tous les symptômes réaugmentent et il y en a de nouveaux qui s'ajoutent. Donc, on nous a dit, enfin, moi, j'ai cru fort à la vaccination, on s'est cru protéger les soignants. Donc, moi, je suis retournée travailler après ma 3e dose. Baf, 15 jours après, j'étais de nouveau contaminée. J'ai vu d'autres symptômes réapparaître et j'étais plus fortement malade cette fois-là que les fois précédentes. Donc, ça met un peu aussi toutes les certitudes médicales par terre, en fait. Et je me suis rendu compte surtout de l'inconfort que c'est d'être patient, en fait. Les patients sont vraiment très, très patients. Il faut vous dire que les patients Covid long, on est extrêmement patients. Heureusement que moi, j'ai connu le groupe Facebook parce que je serais devenue folle, j'ai l'impression. Quand on va voir un soignant, on lui explique ses symptômes, il vous regarde avec des yeux en se disant « mais non, mais je ne connais pas, enfin non, t'exagères, c'est dans ta tête, c'est parce que tu es stressé ». On m'en a dit, alors que je suis moi-même médecin, donc à la place que ça m'aide, ça m'a même discrédité parce qu'on m'a dit « oui, mais c'est parce que tu as la formation, tu connais, hein, donc tu cherches des choses, arrête de regarder parce que tant que tu regardes, tu vas te trouver des trucs. » Ben oui. Donc, alors, c'était contaminant parce que même mon entourage me disait la même chose. Hein. Arrête de regarder, ne va plus sur les groupes Facebook, là on dit n'importe quoi. Mais heureusement que les groupes existent et ils ont sauvé, quelque part, ce groupe sauve des vies aussi. Parce qu'il y a une formidable solidarité qui s'est nouée entre nous. C'est la première fois pour beaucoup qu'on se voit physiquement, mais autrement, on a fait des réunions en visio. Voilà, on témoigne quand on n'est pas bien, ben on écrit. Alors tout de suite, il y a une solidarité d'autres. Et franchement, ça aide et ça permet de tenir. C'est vrai qu'il y a eu le groupe Papote BOE qui s'est créé. Moi, je m'étais dit que dans ma province du Luxembourg, ben, ce serait peut-être bien que j'en fasse ça aussi. Ben bon, pour l'instant, je n'ai pas pris l'énergie de le faire, mais je me dis, il va falloir des choses comme ça. Et moi qui suis généraliste, enfin, pour l'instant, je ne travaille plus du tout non plus, je me dis, ben, les généralistes sont fort démunis. Moi, j'ai la chance d'être médecin quand même par rapport à un médecin généraliste. Voilà, j'ai dû quand même changer de médecin traitant depuis 2020 par rapport à ici parce que ben, la première, elle me disait que c'était dans ma tête. Elle voulait aussi que je sois hospitalisée en médecine psychosomatique, quoi, parce que toutes les plaintes que je racontais. Donc là, je me dis non, c'est bon. Même c'est mon mari qui m'a dit, écoute, Christine, arrête, hein, c'est bon, change. Parce que comment, si toi tu ne le fais pas, moi je téléphone et je lui dis. Donc j'ai changé de médecin traitant. Elle est vraiment très empathique. Elle écoute tout ce que je lui dis, mais elle n'a pas elle-même les sources d'informations. C'est moi qui lui amène les articles. Voilà, et elle me suit. Mais alors, ça l'aide pour d'autres patients. Mais elle me dit, ben, moi j'ai très peu de patients Covid long, mais elle m'a quand même eu l'honnêteté de me dire, mais à mon avis, je pense que c'est parce que je ne les diagnostique pas. Donc voilà, je pense que c'est ça qui se passe. Comment ça se fait que quand on dit les études sur tous les patients contaminés par le Covid, il y a 10% de Covid long, et en Belgique, on est 300 dans notre petit groupe Facebook. Là, allez, arrêtez, c'est n'importe quoi. Donc il y a plein de Covid longs qui se baladent dans la nature. C'est vrai que nous, on est peut-être les Covid longs quand même qui sont assez touchés, malheureusement. Il y a plein de Covid longs moins touchés que nous, mais voilà, je pense qu'il est temps qu'on nous entende. Et alors, il ne faut pas négliger aussi les Covid longs pédiatriques. Moi, je me suis fait dire, parce que moi, j'ai 3 enfants, ma plus jeune fille, malheureusement, qui aura 12 ans, a le même profil que moi. Donc, elle s'est retrouvée avec un Covid long qui a duré 9 mois. Elle avec des troubles quand même d'attention, des troubles de la mémoire. Lise, elle est dyscalculique au départ. Ben maintenant, par moment, elle me dit, maman, c'est bizarre, mais j'inverse des sons. On dirait que je suis un peu dyslexique. Et tout ça, c'est banalisé. Ça, moi, quand j'en parlais à mon ancien médecin traitant, elle me disait « Oh, mais tu rends ta fille malade. C'était de ma faute, quelque part. » Enfin, j'imaginais des trucs. Et alors, quand on voit sur les groupes Facebook et quand on lit les publications scientifiques, on sait que ça existe malheureusement. Voilà, ma fille va quand même mieux, les enfants ont plus de plasticité, donc va à l'école et effectivement, je ne l'accable pas et elle vit sa vie. Mais je pense que le milieu médical a quand même, enfin, doit faire attention à ce qu'il dit. Il doit continuer à se remettre en question et doit continuer à s'informer et écouter les patients et ne pas banaliser ce qu'il dit. Surtout quand, comme l'a dit très justement le docteur Jamoul, c'est des patients que vous connaissez, que vous avez depuis longue date. Si c'est des gens que vous connaissez depuis 10, 15, 20 ans, ils ne deviennent pas comme on est maintenant, comme ça, par hasard, par fainéantise, par peur du Covid. Je suis désolée, c'est choquant, ça. Et ça, je me le suis pris plein de fois dans la figure. Et ça, franchement, si j'avais en face de moi les gens qui m'ont dit ça, voilà.
Oui. Je ne souhaite à personne l'enfer qu'on vit, franchement, même à mon pire ennemi. Parce que ce qui est dur ici dans notre état, c'est vrai que vous me voyez ici, vous vous dites, bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien, en fait. Mais si vous me voyez aujourd'hui, c'est effectivement parce que je suis mieux aujourd'hui. Mais il y a des jours où vous ne me verrez pas du tout parce que je ne suis pas bien. Et ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est une maladie qui dure. Une maladie qui dure dans le temps, qu'il y a des phases de « oh, on va mieux ». Alors les gens te croisent, ils disent « oh, bah, ça va, t'es guéri ». Et puis, une semaine après, ben, ça ne va pas du tout et ça dure pendant plusieurs semaines, mais ça, on ne le voit pas. Et pour nous aussi, c'est très déroutant parce que quand on va mieux, ben, on espère. Moi, je me surprends à me reprojeter dans une vie professionnelle, à dire, ben oui, je vais recommencer des consultations, etc. Puis après, 5 jours après, ça n'a plus du tout. Là, je me dis, heureusement que je me suis arrêtée, quoi. Voilà. Mais il est temps d'informer la population, d'informer le monde médical correctement et que ça bouge. Parce que nous, malades, enfin, c'est pas juste que ce soit à nous de porter tout ça. Et heureusement, maintenant qu'il y a quand même les connaissances avancent. Voilà. Et je remercie très fort le groupe Facebook, en tout cas, franchement, les vaillants patients de la première vague qui ont été à l'initiative. Franchement, je les félicite. Et ce travail-là, c'est eux qui l'ont fait aussi. Donc, il faut savoir que, voilà, c'est un travail de super qualité, quoi. Merci beaucoup. Mais voilà, je vais dire le mot de la fin, malgré mon mal de tête, qui n'est pas dû au Covid, mais à un escalator que j'ai rencontré d'un peu trop près hier. Ma pommette s'en souvient. Mais tout ce qu'on a un petit peu expliqué là cet après-midi et mis en lumière avec des chiffres, etc., montre quand même qu'il y a encore une grande souffrance dans le milieu des patients qui souffrent de Covid long et encore des choses à améliorer sur le terrain au niveau de la prise en charge, etc. Je pense là comme ça à la communication dans le milieu médical, entre autres, où c'est important vraiment que les informations aillent bien jusqu'à la première ligne, jusqu'au médecin généraliste, parce qu'on ne peut pas en vouloir à un médecin généraliste s'il n'a pas été informé correctement. Donc voilà, je crois vraiment qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Maintenant, une information générale aussi, parce que quand c'est dans des problèmes qu'on a dans nos relations sociales, bah, c'est aussi à cause d'une méconnaissance générale. Je pense qu'il faut aussi poursuivre et encourager la recherche. Comme le docteur Jamoul l'a dit tout à l'heure, bah, la recherche, ça coûte cher. Et donc, il faut essayer d'y mettre les moyens. Maintenant, je sais, c'est facile, hein, mais il faut mettre les moyens dans plein de choses. Ce sont des choix politiques, mais il est clair qu'il n'y a pas 3 patients Covid long, mais il y en a plein et qu'il y en aura encore. Et donc, je pense vraiment qu'il y a des moyens à mettre là-dedans. C'est des moyens qu'on met maintenant et qu'on mettra moins après parce que ils guériront plus vite. Donc, c'est pas de l'argent jeté. Et mais j'oublie plein de choses. On a parlé de plein de choses, mais je pense aussi au niveau professionnel, je pense qu'il y a une très grosse sensibilisation à faire de ce côté-là. On a entendu de nombreux témoignages qui disaient que les patients Covid long, ils ont envie de reprendre le travail, même avec des adaptations parce qu'on est conscient de nos difficultés. Je vous assure, moi, j'ai repris le travail d'un coup à temps plein et c'est vraiment très, très, très compliqué. J'ai utilisé toutes mes heures de récup pour réussir à un petit peu améliorer, aménager plutôt mon horaire. Bah, c'est pas normal. Et puis après, j'ai dû faire temps plein. Bon, j'ai tenu, mais j'ai pas d'enfant et donc pas une vie familiale en rentrant chez moi aussi compliquée que d'autres. Donc voilà, je pense vraiment que là, un aménagement des choses, ce serait vraiment nécessaire. Nous, on a déjà essayé d'aller vers les syndicats pour essayer de faire bouger les lignes à ce niveau-là, mais je pense que ça doit venir de plus haut. Mais enfin, voilà, ça éviterait d'avoir plein de gens sur la mutuelle ou sur l'invalidité. Je pense que tout le monde s'y retrouverait. Donc, c'est les points qui me viennent comme ça. Et ben, pour conclure, je voudrais vraiment remercier d'abord tous les intervenants du matin. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Et ça fait plaisir que tout le monde se bouge comme ça. Et puis, je voudrais aussi vraiment remercier tout le monde ici, le travail qui a été fait, ta présentation tantôt, c'était de la balle. Non, vraiment, merci à tout le monde. Ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette table ronde. Merci pour cette préparation et vraiment toute
la présentation, les témoignages préenregistrés. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir dans la salle. Pas des longs débats, hein, franchement, mais oui. Alors, comment est-ce qu'on va vous lancer un micro? Vous êtes très loin là. Non, non.